Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 19 octobre et vous écoutez l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet, Floriane Daé, Elisa Dufaux, pour l'émission On en parle à Taïwan, consacrée à divers sujets de société, d'actualité et qui font justement le buzz en ce dimanche sur les ondes françaises de RTI, entre autres en fait. Alors de quoi est-ce que tu vas parler aujourd'hui ? Moi je vais parler de la réforme du permis de conduire avec pas moins de 17 mesures avancées par le ministère des Transports pour renforcer apparemment la sécurité routière. Ce qui est une bonne nouvelle. Moi, je vais parler de différentes activités culturelles en lien avec Taïwan qu'il y a en ce moment, en Europe et en France en particulier. Et moi, je vous parlerai du débat qu'a provoqué la nouvelle règle du silence dans les TGV à Taïwan. Ah, alors, on commence par quel sujet ? Ah ben, je vais y aller si vous voulez. C'est ce que j'allais dire parce que silence on tourne. Enfin, Merci. là, c'est silence on roule. Merci, fils. Et on roule à grande vitesse. Alors, la compagnie de TGV taïwanaise a introduit, comme vous le savez sans doute, le 22 septembre dernier, une nouvelle politique d'espace silencieux dans les TGV. Donc, c'est une mesure qui peut sembler être une bonne chose à première vue, mais qui a suscité un débat au sein de la société taïwanaise, et je vais donc vous expliquer pourquoi. Alors, cette nouvelle politique vise à formaliser en fait des règles de courtoisie qui existaient déjà de manière informelle et tacite à Taïwan, mais qui n'étaient pas forcément respectées par tout le monde. D'où la volonté de la compagnie de TGV de faire une politique officielle. Donc il s'agit principalement de demander aux passagers d'utiliser des écouteurs pour consommer des contenus vidéo sur leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur portable, et pour écouter de la musique. Et aussi de ne pas passer de coups de téléphone depuis leur siège, mais de se lever et d'aller dans les couloirs pour téléphoner, pour ne pas incommoder les autres passagers. Donc, jusque-là, tout semble plutôt... Dans les couloirs, ça veut dire dans le sas entre logique. deux wagons, quoi. Oui, voilà. Ok. Et donc, cette politique s'inspire des règles qui sont déjà en place dans le Shinkansen au Japon et comprend aussi une invitation à contrôler le volume de sa voix quand on parle tout simplement à d'autres personnes pour ne pas déranger les autres. Donc, c'est une politique qui s'applique à tous les wagons, que ce soit en business class, dans les wagons de sièges réservés, ainsi que les sièges non réservés. Mais dans les semaines qui ont suivi l'application de cette politique, des membres du personnel du TGV se sont déplacés dans les wagons avec des petites pancartes pour rappeler aux passagers cette nouvelle politique de silence dans les trains. Et différents signes ont été installés pour informer les passagers. Mais plusieurs personnes se sont plaintes, en ligne notamment. Et lundi, la compagnie de TGV a déclaré qu'il n'y aurait plus de personnel qui passerait dans les wagons avec ces fameuses petites pancartes, mais que la politique serait maintenue et promue avec des signes dans les trains et dans les gares. Et donc ce fameux débat dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est survenu après plusieurs plaintes de parents en fait, qui se sont sentis visés par cette politique et qui disent ressentir une forte pression pour contrôler le volume sonore de leurs enfants. Alors que les enfants, par nature, ils sont encore dans un processus d'apprentissage de la politesse et d'autres normes de comportement dans l'espace public. Pourtant, j'avais cru voir sur les mesures justement du TGV que ça ne concernait pas les enfants en bas âge. Ça, en fait, c'est plutôt la réponse de la compagnie, en effet. D'accord. Après, justement, les plaintes. Et une mère s'est par exemple plainte sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est plutôt une passagère qui s'est plaint après avoir vu une maman en galère. En galère, c'est ça. Donc quelqu'un est venu, un membre du personnel est venu la voir avec sa petite pancarte. Parce que la pancarte, c'est avec un doigt sur les lèvres, c'est le signe du chute, c'est de faire moins de bruit. Ouais. Avec le logo qui explique qu'à partir du 22 septembre, il faut respecter le silence. C'est ça, donc elle est venue la voir avec sa pancarte pour lui demander de faire baisser le volume de son enfant. Et la mère a dû aller dans le couloir pour calmer son enfant, mais du coup, elle a dû laisser son autre bébé sur les sièges tout seul. C'est vraiment pas facile, ouais. Non. Franchement, voilà.
Donc on peut comprendre que ça a énervé beaucoup de gens. Et une des questions soulevées dans ce débat, c'est donc de savoir si cette nouvelle règle n'a pas pour résultat de rendre les espaces publics moins accueillants pour les enfants et pour les familles. Et certains ont suggéré l'introduction dans les TGV de wagons avec des espaces familles qui soient plus tolérants. C'est pas déjà le cas ? Non. Ah, d'accord. Qui soient plus tolérants des comportements des enfants. C'est le cas dans le métro, par contre. Oui, du coup, je croyais que c'était pareil dans le TGV. Mais bon, il n'y a pas de... Dans le métro, il n'y a pas vraiment de politique pour le bruit aussi stricte. Tout à fait. Donc, Déjà, on est sur des petites... c'est plus que les espaces sont plus adaptés. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence dans les wagons pour enfants, dans le métro de Taipei. C'est plus qu'il y a des dessins mignons pour apprendre l'anglais, mais à part ça... là où il y a de la place et en face, c'est là où on arrive et c'est tout. Enfin... C'est ça. Parfois, il y a un espace qui est un peu plus dédié pour pouvoir accueillir plusieurs poussettes d'un coup. Mais c'est vrai que ça fait moins de sièges pour s'asseoir, mais en même temps, les gamins étant dans la poussette, ils ont moins besoin de sièges aussi, quoi. C'est ça. Et donc la compagnie de TGV, qui avait d'abord défendu sa politique, a expliqué que cette dernière visait principalement les personnes parlant au téléphone ou visionnant des contenus sans écouteurs, et que la vaste majorité des plaintes pour nuisances sonores étaient dues en fait à ce genre de personnes et non pas aux enfants. Le président de la compagnie de TGV, Shizhe, est même allé jusqu'à présenter des excuses officielles mercredi, reconnaissant les plaintes d'associations et de députés qui ont demandé à repenser cette nouvelle politique, qui peut en effet amener les familles avec des enfants en bas âge ou avec des besoins spécifiques à ne pas se sentir les bienvenus en fait dans le train. Surtout qu'à Taïwan, on est il y a un peu une crise démographique avec une baisse de la natalité, donc c'est vrai que si en plus les parents sentent une forte pression, c'est vrai que ça n'encourage pas, même si ça fait plus partie d'un ensemble de politiques qui n'accueillent pas trop volontiers les enfants, en fait, dans beaucoup d'espaces. Voilà. Mais on peut aussi peut-être considérer que, finalement, le membre du personnel qui est venu avec sa pancarte, peut-être qu'il a fait un peu de zèle. Un excès de zèle, c'est clair. Oui, voilà. Et puis, au final, peut-être que c'est un cas un petit peu isolé et que... C'est ce qu'il faut espérer, enfin c'est mon point de vue en tout cas, c'est sûr, parce que du coup si tu veux une mesure qui veut rendre le TGV plus confortable pour tout le monde mais que tu le rends moins humain, finalement c'est le revers de la médaille, quoi. Voilà, et donc le président de la compagnie a repris la réponse officielle qui était de dire que c'était pas l'intention de la compagnie et que sur les 700 à 800 plaintes pour nuisances sonores qui sont reçues chaque jour à travers tout le réseau de TGV. Ah, c'est quand même pas mal, disons. Oui, la plupart concernent l'utilisation de téléphones sans écouteurs et que les plaintes liées à des enfants bruyants sont vraiment rares. Par ailleurs, il faut préciser que selon une enquête interne menée par la compagnie, environ 90% des passagers interrogés disent soutenir cette initiative de silence dans les wagons. Donc ça fait quand même l'unanimité. Mais voilà, Shizhe a déclaré que la compagnie n'avait peut-être pas suffisamment bien expliqué la nouvelle politique, ajoutant que cette mise en œuvre allait être ajustée pour accorder la priorité à l'expérience parent-enfant. J'ai vu qu'ils allaient justement changer les petits panneaux avec le signe chute, ou enfin le doigt devant les lèvres, pour les remplacer par des petits panneaux qui sont mis dans les sièges avec les téléphones ou bien les ordinateurs et le son du volume barré ou bien des écouteurs. Et pour indiquer que c'est vraiment une politique qui vise plus l'usage des appareils électroniques que le fait de parler ou d'avoir des enfants et de faire du bruit de manière générale. Bah ça c'est bien. Et ça me rappelle, moi, enfin je prends jamais le TGV, mais je prends parfois le bus et j'ai vu les deux cas de figure. Donc des parents avec des jeunes enfants, une colère ou un bébé qui pleure ou un gamin qui en a marre, qui dit quand est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on descend là, non c'est encore 2 arrêts, est-ce qu'on descend là, non c'est 2 arrêts. Et puis les passagers à côté qui sourient et qui essayent d'interagir pour la plupart avec le gamin ou la famille, et ça aide à calmer des fois, ou non, mais ça aide je trouve parfois à calmer l'enfant. Et j'ai vu une personne d'un âge plutôt mûr qui consultait son téléphone sans écouteur très très fort. Puis tu sais, c'est le genre de vidéos qui passent, c'est pas des vidéos gags, mais c'est des trucs qui font soi-disant rire sur les réseaux sociaux. Puis les fameux trucs avec les rires forcés. C'est ça, puis t'as le rire forcé derrière, c'est horrible, et ça résonne dans tout le bus. Et t'as des gens, j'ai vu une fois un monsieur, je trouve vraiment génial la réaction, il a essayé d'interagir
avec la vidéo qu'il entendait. Puis du coup, la dame à côté, elle s'est sentie visée, alors elle a baissé le volume. Et lui, il faisait le dialogue avec la vidéo qu'il entendait, ça faisait rire tout le monde dans le bus. Puis la dame avait compris le message. Quoi. Mais je trouve que les gens sont beaucoup plus détendus dans le bus, alors que dans le métro, mais tout le monde est coincé. C'est vrai. Personne n'ose rien dire en fait. Dans le bus, ça peut arriver que les gens se sentent assez libres pour dire s'il vous plaît baissez, mais dans le métro, c'est vraiment rare. Les gens, en principe, ils osent pas. C'est comme si tout le monde se sentait surveillé et personne n'ose rien dire. C'est plus indifférent ou... Oui. Ouais. Il y a plus de discussions aussi dans les bus dans le métro, qui se passent parfois d'une personne à l'autre. Ouais. Et les chauffeurs de bus, parfois, prennent le contrôle eux-mêmes de leur bus en demandant de baisser de volume ou de respecter tous les passagers, etc. Ça arrivé plusieurs fois. Enfin, moi, je prends tout le temps le bus, donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ça aussi. Ça m'est arrivé aussi dans le train de voir quelqu'un se lever et demander à quelqu'un d'autre de baisser le volume parce qu'il appelait, il était au téléphone et il parlait très fort. Et donc, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour lui dire de faire moins de bruit. Donc, à contrario, on m'a déjà dit, on est déjà venu me dire de baisser le volume quand je parlais à une copine dans le train normal ou le TGV, je me souviens plus. C'était peut-être pour le Taroko, dans la côte est, pour aller sur la côte est. Et franchement, je trouve que je parlais pas très fort. C'est juste que je parlais pour me faire entendre de mon ami. Et c'est vrai que quand t'as pas de place assise, que t'es pendant 2 heures debout, y a rien à faire, à part parler avec la personne qui est à côté de toi, Alors, les gens qui étaient assis bien confortablement, ils voulaient peut-être dormir ou se reposer. Ouais, ils voulaient peut-être dormir, mais toi, quand t'es 2 heures debout, tu t'ennuies, T'as envie de parler, honnêtement. Je parlais pas si fort que ça, je trouvais que c'était un peu abusé. Il faut aller dans le sas entre les deux wagons. Et là, il faut crier pour s'entendre parce qu'on entend le clou des rails. C'est vrai. Voilà. Bref, en tout cas... D'accord. En tout cas, cette politique, elle continue, mais elle va être mieux précisée, mieux ciblée, Voilà. Et on peut dire aussi que ce débat rappelle beaucoup celui sur les sièges prioritaires dans le métro de Taipei. Donc, on a déjà parlé dans cette émission. Et là, ce débat-là, ça donne vraiment lieu à un débat passionné, beaucoup plus passionné que celui sur le silence dans les trains. Et en particulier récemment avec le changement du nom chinois de ces sièges, qui sont passés de Boaizuo à Yoshinishi, mais qui sont toujours traduits en anglais par siège prioritaire. Et je trouve que j'ai aussi un peu de mal à comprendre parfois ce débat, parce que même avant le changement de nom, le métro de Taipei avait déjà expliqué à plusieurs reprises que les sièges prioritaires, ça pouvait être utilisé par tout le monde, à condition de laisser sa place à une personne âgée ou à mobilité réduite ou aux femmes enceintes, ainsi qu'à toute personne qui peut tout simplement ne pas se sentir bien, avoir besoin de s'asseoir, Voilà. Alors la meilleure solution, c'est d'enlever tous les sièges. Et tout le monde circule debout. Non, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois et on en reparlera peut-être parce qu'à mon avis, le débat est loin d'être fini à Taïwan. C'est jamais clos. Ouais. Est-ce qu'on continue en voyageant un petit peu plus loin et pas en bus ni en métro, mais en avion pour faire un petit tour du côté des activités culturelles en France ? Eh bien, allons-y. Donc il y a plusieurs choses en fait en ce moment. Il y a 3 événements dont j'aimerais vous parler, certains qui ont déjà eu lieu ou sont en train de, et puis d'autres qui sont encore à venir. Un atelier de Perle Païwan qui a eu lieu à Paris, la présentation d'un livre tout récemment traduit et publié en français par un auteur et musicien taïwanais qui vient en France avec son groupe, et la tournée d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Ceci n'est pas une ambassade », qui a aussi lieu en ce moment en Europe, qui commence tout juste. Ça commence tout juste en Europe ? Ouais. Parce que c'est assez vieux comme formule. Enfin, vieux comme formule. On avait interviewé le réalisateur et puis avec aussi un des acteurs il y a quelque temps, l'année dernière, je crois, sur les ondes. C'est une pièce à succès, apparemment. Oui, tout à fait. Ouais, donc on peut commencer par celle-là. C'est une coproduction donc, entre Taïwan et l'Europe qui est écrite et mise en scène par le réalisateur suisse-allemand Stefan Kaegi. Voilà, qui était à l'antenne l'année dernière. Voilà, qui est cofondateur de la compagnie théâtrale Rémi Protocol à Berlin. Et donc, c'est une pièce qui met en scène 3 acteurs qui viennent de milieux très différents. Donc, il y a David Wu, ou Jianguo, qui est un diplomate taïwanais à la retraite. Il y a Debbie Wang Siya, qui est vibraphoniste. Et il y a Guo Jiayou, qui est fondatrice de l'ONG Digital Diplomacy. Oui.
Cette pièce de théâtre explore donc les défis diplomatiques auxquels Taïwan serait confronté si elle décidait d'ouvrir une nouvelle ambassade, donc selon un communiqué de presse du ministère de la Culture. Et c'est surtout pour susciter une réflexion en fait autour du statut international de Taïwan qui est vraiment particulier. Et Stéphane Caguier explique que cette œuvre est le fruit des conversations avec des diplomates, des hommes d'affaires, des politiciens et des ingénieurs en semi-conducteurs taïwanais lors de sa résidence de 7 semaines au Théâtre National de Taipei en 2022. Donc c'est ça, c'est pas une pièce qui est si récente. Oui, elle a déjà tourné un peu partout d'ailleurs, enfin un peu partout dans plusieurs pays. Elle avait, quand tu dis la première en Europe, j'étais étonné, ou alors c'est une nouvelle version, parce que l'année dernière, il y avait déjà eu en Espagne, en France, en Suisse et au Luxembourg des représentations de cette pièce. Alors c'est une autre tournée en tout cas qui commence... Sans doute. Elle commençait du 16 au 18 octobre, donc jusqu'à ce soir, si vous êtes à Lyon, courez, au Théâtre des Célestins pendant le festival Sens Interdit. Ensuite, elle sera du 25 au 26 octobre à Turin, en Italie, puis du 31 octobre au 1er novembre à Munich, en Allemagne, et du 6 au 7 novembre à Orléans. Et ensuite, en 2026, elle poursuit avec des représentations prévues du 24 au 28 février à Lausanne, en Suisse, et du 5 au 7 mars à Strasbourg, en France. D'accord. Donc ça fait vraiment un petit tour d'Europe. Il y a de quoi visiter différentes villes. Il y a de quoi monter beaucoup d'ambassades, du coup. On espère. Donc ça, c'est la pièce de théâtre. Je voulais aussi vous parler de la tournée de Tiong Kai-siung, donc l'auteur et musicien taïwanais du groupe Zhangkalang, qui est assez célèbre à Taïwan, qui a donc publié un roman, son premier roman, Les Veilleurs de nuit, traduit en français par Gwenaël Gafric aux éditions L'Asiathèque. Et donc, il a plusieurs rencontres et événements entre Paris et Lyon, donc qui commence le lundi 20 octobre, dans 2 jours, à l'INALCO, une rencontre qui s'appelle Passerelle entre les mondes. Puis le mardi 21 à la librairie Le Phénix. Et ensuite, mercredi 22 et jeudi 23, il y aura des événements à l'université Lyon 3. Et samedi 25, une autre rencontre à Paris à la Maison de la Poésie. Voilà, donc il sera là avec son groupe de musique aussi. D'accord. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu tout ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. S'il est là avec son groupe de musique, c'est que ça va être un roman musical. Mais en fait, le nom Les Veilleurs de nuit, c'est aussi le titre de son album. D'accord. Donc ça doit être lié. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire plus sur le contenu. Il faudra aller découvrir ça par vous-même. Voilà, on espère que c'est un livre qui a beaucoup de notes. Un livre musical. Beaucoup de notes de musique, parce que je vois Lisa perplexe. Toujours perplexe après l'explication. C'est vrai. Et puis le dernier événement, alors il est déjà passé, mais c'était quelque chose que j'avais envie de vous parler, parce que c'était un atelier de perles de verre Paiwan. Et si vous avez suivi nos émissions ces 2-3 dernières années, avec Lisa, on en avait parlé aussi dans plusieurs programmes. Donc ce sont des perles en verre coloré qui ont des motifs différents et une représentation, à chaque fois une histoire, donc qui sont très symboliques de la culture Paiwan. Et donc dans le cadre des journées du patrimoine culturel immatériel organisées à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, il y avait donc 9 femmes Paiwan qui sont venues à Paris pour faire un atelier qui présente ces perles. Donc elles ont présenté 3 perles typiques qui sont associées au mariage, alors qui s'appellent les Mulimulitan, qui ont des motifs complexes et colorés qui symbolisent la noblesse et le pouvoir. Il y a aussi les perles Maru Malulang, qui sont d'un verre métallique avec des motifs d'yeux qui représentent des insectes rares des montagnes et qui symbolisent la protection et la paix. Et puis les perles Palitz en spirale qui symbolisent la continuité de la vie, qu'on appelle aussi la perle du tisserand ou la perle de pureté et de la vertu. Donc pour donner un exemple,
Dans la société traditionnelle Paiwan, donc les jeunes filles apprennent les tâches quotidiennes auprès des femmes de leur famille. Et en fait, une fois qu'elles ont acquis les compétences nécessaires pour s'occuper de leur propre famille, qu'elles atteignent l'âge du mariage, eh bien, les anciens leur offraient un bracelet ou un collier en perles palitz, donc qui signifie qu'elles peuvent se marier. Voilà. C'est un peu le diplôme. C'est ça. Le diplôme pour des filles bonnes à marier, quoi. Voilà. Avant, c'était le tissage. Mais c'est une perle qui représente ça, effectivement. Donc, elles ont atteint cette étape-là de la vie. Et donc, les participants ont pu apprendre à enfiler des perles, à réaliser des nœuds et fixer des perles pour créer des pièces qui sont uniques. C'est des pièces d'artisanat, c'est décoratif, ça peut se porter comme un pendentif, un collier, un bracelet ou de mère traditionnelle, je veux dire. Oui, c'est ça. Et justement, la représentante de l'association a expliqué que pour elle avait des vêtements qui étaient brodés de perles aussi et que ces vêtements sont transmis de génération en génération. Et lorsque les vêtements sont usés et qu'il y a besoin de les remplacer, en fait, le motif est recopié et transféré sur le nouveau vêtement pour être transmis de génération en génération. Donc je trouvais ça très intéressant. Donc il est aussi transmis de vêtement en vêtement. C'est ça, générationnel. les perles sont transmises d'une génération à l'autre et les motifs sont aussi transmis d'un vêtement à l'autre quand il doit être changé. D'accord. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous partager. On remettra les liens vers les émissions qui concernent les perles Paiwan dans la description de cette émission. Voilà, à retrouver donc sur notre site internet. Alors moi je vais continuer, on avait commencé par le TGV, pris l'avion pour s'exporter en dehors de Taïwan, et là on revient à Taïwan. En voiture ou pas. Parce que le ministère des Transports a annoncé une réforme du permis de conduire qui est réclamée depuis quelque temps. Si vous suivez l'actualité et les faits divers à Taïwan, vous voyez depuis plusieurs mois, il y a eu plusieurs accidents qui ont mis en cause des personnes âgées au volant. Soit parce qu'elles ont fait un malaise, soit parce que tout simplement c'est une personne qui était plus à même de conduire, mais qui conduisait quand même. Enfin, il y a eu plusieurs accidents mettant en cause, mais pas toujours, des personnes âgées. Et le ministère des Transports a jugé bon de se dire le permis, il va être obligatoire de le renouveler sur un certificat médical d'aptitude à conduire au-delà de 75 ans. Et après, c'est donné pour 5 ans. Et puis tous les 5 ans renouvelables. Et au-delà de 80 ans, c'est 3 ans. Donc ça, c'est la mouture de départ. Et finalement, cette semaine, le ministère a annoncé que cet âge va être rabaissé à 70 ans. Donc à partir de l'année prochaine, 2026, 1er janvier précisément, les personnes qui ont 70 ans révolus devront passer par la case certificat médical d'aptitude à conduire pour pouvoir garder leur permis de conduire, qui le prolonge pour une durée de 5 ans. Et puis après, pareil, renouvelable une fois 5 ans, puis 3 ans. Et c'est ça, c'est la mesure phare de 17 mesures au total annoncées par le ministère des Transports qui doit encore être validée. Est-ce qu'on sait un petit peu plus en quoi consiste ce test médical ? Parce que je sais que... c'est le même test médical que quand tu passes le permis de conduire. Donc, c'est-à-dire, à Taïwan, c'est pas forcément un médecin en fait qui va faire un certificat médical. C'est très sommaire. En dehors de prendre votre taille, votre poids, les mesures de base, on vérifie la vision. Ouais. On vérifie le champ de vision aussi, si on voit bien à 180 degrés. Si on n'est pas daltonien, qu'on arrive à distinguer feu vert, feu rouge. On vérifie certains réflexes avec je sais pas comment s'appelle cette machine en fait. Non, on a les yeux dans une machine qui nous met en situation et on doit soit dire là il faut s'arrêter, là il faut pousser à droite, à gauche, et puis c'est aussi lié à la vision. Et on vérifie l'équilibre, comme quand vous passez ce fameux test sommaire médical pour avoir un permis scooter par exemple. Donc vous devez marcher le long d'une ligne blanche et puis au milieu on vous demande de vous accroupir sur une jambe, puis après faire la même chose sur l'autre. Et si vous gardez cet équilibre et que vous savez vous relever, normalement vous avez le tampon, vous avez payé le timbre fiscal et c'est bon. Mais en fait, je dis c'est sommaire, mais finalement c'est pas mal. En fait, je crois qu'en France, il n'y a même pas de test médical pour avoir le permis. Mais moi, j'ai passé mon permis scooter à Taïwan et j'ai pas eu de test médical du tout. T'as pas eu ça à faire passer ? Non. Ah bon ? Ok, maintenant c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. C'était il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Ok, mais permis de voiture, c'est sûr, voiture, il le faut. Pas fait.
Et permis de moto, il le faut aussi maintenant. Ouais, c'est un truc, ça coûte $250 taïwanais. Donc ça fait quoi? Ça fait entre 7 et 8 euros la visite. C'est pour ça que je dis le timbre fiscal. c'est ça. Et après, une fois que c'est validé, on peut faire la transcription du permis. Et le bureau ne vous donnera pas le permis si vous n'avez pas ce test présenté en bonne et due forme. Bah ça a changé, oui, ça a changé depuis. Alors. Donc ça, c'est ce test-là qui va être fait, mais dans les 17 mesures... Peut-être qu'avant, c'était pas nécessaire pour les scooters. Ouais, probablement. Peut-être. Et dans les 17 mesures qui sont données par le ministère des Transports, il y en a une qui vise à inciter les seniors de Taïwan à ne plus prendre la voiture. Donc si vous donnez de vous-même, vous redonnez votre permis de conduire en disant je ne vais plus prendre la conduite, mais les transports en commun, le ministère des Transports vous donne une subvention et vous paye $1,500 taïwanais pour les transports en commun par mois. Enfin, ça vous fait votre carte de transport en fait. Voilà. Donc ça c'est bien pour ceux qui sont en ville, pour ceux qui ont les transports en commun accessibles. Et la plupart des personnes âgées qui n'ont pas besoin de prendre leur véhicule dans les villes, généralement elles prennent déjà ces transports en commun. Donc certains critiquent cette mesure en disant finalement ceux qui sont déjà qui ont laissé la voiture dans le garage, ils vont vous ramener le permis de conduire et puis ils vont avoir finalement le transport en commun gratuit alors qu'ils l'utilisent déjà quoi. Et que ceux qui auraient le plus besoin et ceux qui continuent de conduire sont ceux qui sont dans les zones rurales ou éloignées et qui ont besoin de transports en commun et qui n'en ont pas quoi. Donc il faudrait plutôt multiplier ces transports en commun que de dire prenez le métro, prenez le bus, on vous paye. Et multiplier les transports en commun d'un point de vue écologique, c'est aussi quelque chose de cohérent pour diminuer les embouteillages, la pollution, etc. Tout à fait. etc. Alors bon, ça reste un autre débat, ça reste compliqué, le ministère des Transports en est conscient, mais c'est une première mouture de projet qui est donnée avec... Alors c'est rigolo parce que le titre de cette réforme, on pourrait la traduire comme un amendement centré sur l'humain, quoi. C'est focalisé sur le bien-être humain. Tu vois, c'est Weapon pour vraiment le transport. Donc plutôt que d'écraser nos concitoyens ou plutôt que de les risquer sur la route, on va mettre tout le monde dans le bus. Alors on espère que le chauffeur il a son permis et que le chauffeur a moins de 70 ans ou qu'il a fait son permis, sa visite médicale aussi. Et qu'il conduit bien aussi parce que... Voilà, ça c'est une autre question. Souvent on se fait... Mais le but du ministère des Transports c'est de réduire de 7% les décès sur la route. Voilà, un objectif annuellement, de manière annuelle. Mais parmi les autres mesures que j'avais envie d'évoquer, il y en a une que je trouve très intéressante qui arrive à Taïwan. Alors elle fait polémique parce que les gens n'ont pas forcément envie de s'y mettre, mais je pense que c'est une bonne inspiration d'autres pays dont la France. C'est ce que j'appelle une formation corrective pour les infractions. Donc si vous êtes pris pour une infraction dangereuse ou récidiviste, alors en France, des fois vous perdez des points, puis vous êtes obligé de passer 1 heure de conduite, de mise à niveau comme ça. Eh bien à Taïwan, ils envisagent la même chose. Les conducteurs fautifs ou considérés comme danger public sur la route seront sommés de suivre plusieurs heures de cours pour changer leur attitude. Sinon, il y aura tout simplement retrait de permis. Ouais. Voilà. Il y en a qui en auraient bien besoin. Donc ça, c'est une bonne chose, je trouve. Et puis, donc, je parlais de l'encouragement échelonné pour les personnes âgées à peu ne plus renouveler leur permis de conduire, mais favoriser les transports en commun tant que faire se peut. Après, parmi les autres mesures qui sont données, parmi les réactions surtout, le directeur du Conseil des consommateurs est responsable du comité des transports au ministère des Transports, qui s'appelle Li Keqiang, il estime que le ministère des Transports, il fait quelque chose de bien, il lui met 85 sur 100 pour ce projet de réforme du permis de conduire. Donc c'est une bonne note quand même. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui manque d'après lui ? Alors pour lui, déjà, le fait de renforcer la sensibilisation et le soutien de la conduite saine, c'est pour soi et pour les autres. C'est quelque chose de nécessaire à Taïwan, donc grosso modo éduquer tout simplement aux dangers de la route. Il aimerait que le ministère des Transports améliore encore la qualité de la formation dispensée dans les auto-écoles,
qui laisse à désirer. Enfin, c'est très malléable D'une auto-école auto-école à publique l'autre. ou à une autre privée. Et c'est un peu quitte ou double en fonction des différentes formations, aussi bien au niveau du contenu de l'enseignement que des heures données, que des prix d'ailleurs donnés par ces différentes auto-écoles en fait. Donc il aimerait unifier tout ça et améliorer la qualité de formation dès le départ, quitte à évaluer la capacité de santé des personnes âgées à conduire, il faut aussi évaluer la capacité de chacun à avoir des réflexes, et c'est pas une question d'âge. Voilà, Est-ce qu'il y avait aussi un changement dans le test écrit du code? À partir de deuxième semestre 2026, il va y avoir un changement, c'est-à-dire on va rajouter comment on appelle ça, une connaissance des premiers secours. D'accord. Donc au niveau du code en soi, il n'y a rien qui change au niveau du contenu. Enfin, si, il y aura plus de questions à choix multiples et moins de questions pour oui ou non, vrai ou faux. Et ça rend un peu plus difficile peut-être certains aspects ou certaines nuances du code de la route, mais c'est surtout rajouter cette mesure de premiers soins à prodiguer en cas d'accident quand on est sur place, qui va être ajoutée à partir du deuxième semestre. Voilà. Eh bien, merci et bonne route. Et oui, bonne route à toutes et à tous, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission du jour. C'était On en parle à Taïwan, animé par Florian Tai, Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet. Bye bye.